Apparition de Maupassant, deuxième partie. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris. Mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair, et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que 3 paquets, que je savais comment reconnaître. Et je me mis à les chercher. Je m'écarquillais les yeux à déchiffrer les suscriptions, quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe. Mais, au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner, par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde d'Élias qu'il me fallait. Et je trouvais justement la troisième quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à 2 mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout derrière le fauteuil où j'étais assis 1 seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son corps, son cœur. Le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert en quelques instants, plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison. Non. J'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service ?» Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit « Voulez-vous ? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre, oh, je souffre. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil. Elle me regardait. « Voulez-vous » Je fis « oui » de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors elle me tendit un peigne en écaille, et elle murmura « Peignez-moi, oh, peignez-moi, cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux, comme ils me font mal. » Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci ? Pourquoi ai-je reçu, en frissonnant, ce peigne ? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents ? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts et je tressaille en y songeant. Je la peignai, je maniai, je ne sais comment, cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouai et la dénouai. Je la tressai comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit « Merci », m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Restée seule, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars.
Puis je repris enfin mes sens. Je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors, une fièvre de fuite m'envahit, une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les 3 paquets de lettres sur le secrétaire ouvert. Je traversai l'appartement en courant. Je sautai les marches de l'escalier 4x4. Je me trouvai dehors et je ne sais par où, et, apercevant mon cheval à 10 pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermai pour réfléchir. Alors, pendant 1 heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un et je les jetai dehors avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelai mon ordonnance. Je me sentais trop émue, trop troublée pour aller le jour même chez mon ami. Et puis je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée, on ne l'avait pas vu. J'attendis 1 semaine, il ne reparut pas. Alors je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite au château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et, depuis 56 ans, je n'ai rien appris, je ne sais rien de plus. 4 avril 1883. Guy de Maupassant, apparition. Publication dans Clair de Lune en 1884.